Cette formation, elle est importante pour Orange, elle est importante potentiellement pour d'autres clients, notamment si vous travaillez pour BNP Paribas ou pour tout le domaine bancaire, il y a quand même des exigences en termes de sécurité qui sont importantes. Il y a peut-être des gens qui ont été sensibilisés à la sécurité chez leurs clients. Voilà. Cette sensibilisation, elle est plus orientée pour Orange, parce que ils ont des spécificités un peu de par leur métier et de par les exigences réglementaires qu'a Orange. Ok, donc sensibilisation à la sécurité de l'information et non pas à la sécurité du système d'information. C'est vraiment la donnée informationnelle qui est importante dans cette formation. Donc la sécurité, c'est un enjeu en constante progression, c'est quelque chose de vraiment important pour nos clients, pour les SS2I globalement. Les clients, ils ont des exigences en termes de certification de plus en plus. Donc l'ISO 9001, c'est quelque chose d'assez connu, c'est une référence par rapport à la qualité. C'est un truc qu'on voit même maintenant sur des camions de plombiers ou de gens qui font des travaux publics. Et pourquoi on le voit? En fait, parce que pour répondre à des appels d'offres publics, souvent il faut être certifié ISO 9001, même pour une entreprise de BTP, une petite entreprise d'une dizaine de personnes. C'est quelque chose qui est demandé, sinon on ne peut pas travailler avec les mairies, c'est ce genre de problématique. L'ISO 27001, c'est la même chose, c'est en fait une norme de système de management de la qualité, mais appliquée à la sécurité de l'information. Et c'est des normes qui vont être demandées essentiellement par des opérateurs d'importance vitale. Donc Orange en est un. C'est des gens qui ont des obligations vis-à-vis de l'État français et des obligations quasiment militaires, pour le coup. On comprend bien que si Orange était annihilé, il y aurait un gros problème stratégique pour la France. Donc Orange est un opérateur d'importance vitale. SFR aussi, la plupart des telcos et la plupart des boîtes de transport, notamment RATP, SNCF, Air France. Donc on a des augmentations aussi de pertes financières suite aux incidents de sécurité. Vous entendez parler de piratage de plus en plus sur BFM TV, sur des chaînes généralistes. Ce n'était pas forcément le cas il y a 4 ans, donc c'est des choses qui sont importantes. Il y a des vraies pertes financières et du coup, il y a des moyens qui sont mis en œuvre pour couvrir ces pertes. Et donc on entend de plus en plus parler de sécurité du système d'information, de sécurité de l'information. Les experts en sécurité sont relativement demandés. Mais c'est pas pour rien, c'est parce qu'il y a eu des pertes financières et que pour les couvrir, le seul moyen c'est de mettre en place des projets assez coûteux et assez complexes, ce qui est en train de faire pour Fiat actuellement. Voilà. Enfin, on a une exposition accrue des données et applications avec des données qui ne sont pas en un seul endroit, mais des données qui sont vraiment réparties partout. Partout, ça veut dire sur Internet, sur l'intranet, l'extranet, le cloud qui arrive maintenant. Qui est vraiment quelque chose de très très important pour les entreprises parce qu'elles veulent réduire leur coût de structure, mais du coup elles entrent dans un cycle qui n'est pas forcément vertueux d'un point de vue de la sécurité. Voilà. L'autre point sur la sensibilisation, c'est permettre une prise de conscience des enjeux et des risques. Voilà. La première menace, elle se situe en général entre la chaise et le clavier, c'est-à-dire qu'on dit que la plupart du temps c'est un facteur humain, il n'y a pas de virus automatique qui décide de faire un vol d'argent ou de crypter des données. C'est qu'il y a clairement un humain malfaisant, mais souvent il y a aussi une personne qui est dans l'entreprise et qui, elle, n'est pas forcément au fait de la sécurité du système d'information, de la sécurité de l'information, qui n'est pas sensibilisée et qui est susceptible de faire des actions qui vont avoir vraiment un impact pour l'entreprise. Et ensuite, on veut ancrer la sécurité dans les pratiques quotidiennes de nos collaborateurs pour que vous soyez en mesure d'être des consultants ou des experts qui ont un bon comportement vis-à-vis des clients et vis-à-vis de production. Donc on va vous faire un rappel des responsabilités et obligations envers soi-même, le client et Proxiad, une réponse aux exigences de la norme ISO 27001, de l'architecture, rappel des règles de sécurité de Proxiad. L'autoprotection, c'est quelque chose dont on va pas mal parler. Donc les règles qu'on va vous donner, c'est bon en entreprise, mais c'est bon pour vous à titre personnel aussi. Communication efficace, donc savoir que la communication, ça permet d'éviter de faire des bêtises en termes de sécurité de l'information et de sécurité du SI. Et un contrôle de compréhension, donc ça sera le dernier point. Donc vous allez avoir un QCM, on en a parlé. Voilà. Le plan est assez clair, vous exposez les problématiques et enjeux, les menaces et vulnérabilités, les mesures de protection pour éviter que ces menaces et vulnérabilités aient un impact, les obligations et responsabilités du collaborateur vis-à-vis de Proxiad, la sécurité dans nos locaux, donc ça c'est pour les gens qui sont plutôt en interne, mais globalement quand vous êtes en intercontrat, vous êtes
potentiellement dans nos locaux et donc budget suivre nos règles. Et enfin, une présentation du SMSI, alors c'est un truc un peu barbare, mais en fait, ce qu'on certifie avec l'ISO 27001, c'est un système de management de la sécurité de l'information. C'est quelque chose de vraiment important. Et on va vous l'expliquer, je pense que c'est Francky qui parlera cette partie-là. Donc, problématique en jeu, quelle est la valeur d'une information? Parce qu'une information, ça a une valeur. Si on veut protéger quelque chose, c'est parce que ça a une valeur. Les choses qui n'ont pas de valeur, en général, on ne veut pas les protéger. Que sécuriser et pour combien de temps? Est-ce qu'une donnée qui finalement a plus de valeur au bout d'un certain temps, est-ce que c'est nécessaire de la sécuriser? Par rapport à quoi, à qui, quel niveau d'attaque? On va vouloir isoler les données, en général des concurrents, mais pas forcément de nos partenaires. Et quels sont les risques, quels sont les impacts? Voilà. Il faut avoir un risque fort, mais avec un impact faible. Deux choses qui font qu'il faut faire des choix. Les choix ne sont pas toujours judicieux, mais en tout cas, si on n'a pas moyen de choisir, on n'est pas en mesure de maîtriser sa sécurité. Donc les problématiques qui ont en jeu, qu'est-ce que la sécurité? Tu veux t'apprendre? Ok. Je vais passer la parole à Francky. Donc voilà, là on parle de la sécurité. Donc en fait, quand on parle de la sécurité, on ne peut pas ne pas parler des 4 critères. Donc il y a la disponibilité si vous voulez. Donc la disponibilité, c'est s'assurer que l'information est accessible au moment où on la veut. Donc on a l'intégrité aussi. Donc quand on envoie un message, on doit pouvoir recevoir ce même message sans qu'il soit altéré. Donc la confidentialité, c'est que le message soit accessible seulement aux personnes qui doivent la détenir. Et l'auditabilité, c'est de pouvoir remonter, c'est-à-dire avoir une preuve. Donc on vous parlera de DICT. Donc le T, c'est, si vous voulez, c'est le synonyme de auditabilité. Donc voilà, c'est la traçabilité, c'est la preuve. Donc quand, par exemple, c'est pour pallier à la non-répudiation, si vous voulez. Donc en fait, quand on parle de sécurité de l'information d'une manière générale, on va vous parler de DICT ou bien DICP. C'est ça. Donc voilà, sur la production, le DIC c'est quand même quelque chose d'important. En général, on a CSLA par rapport à ça. L'auditabilité, c'est quelque chose que vous voyez quasiment pas parce que c'est assez nouveau et surtout ça se limite globalement à des transactions qu'on doit valider au pire juridiquement. Ça va être sûr que transaction électronique, on peut vraiment la prouver. Dans les cas les plus extrêmes. Mais on a de plus en plus besoin de traces pour la sécurité, donc c'est un enjeu assez important. Donc on parle d'auditabilité ou de traces, ou de probabilité. Voilà, on va passer là-dessus. Voilà. Une autre problématique, c'est la disparition du périmètre du réseau, donc je vous en ai parlé. Effectivement, avant, quand on était, il y a 10 ans, la donnée, elle était là. Voilà. Peu près. Elle pouvait être là, à peu près. Des fois, chez les commerciaux, elle était ici. Mais bon, on savait à peu près où était la donnée, globalement. Et puis surtout, les données vraiment importantes, en général, on ne les sortait pas de l'entreprise. Elles étaient vraiment dans l'entreprise. Les outils métiers étaient dans l'entreprise. Un commercial, il pouvait avoir effectivement un catalogue de clients, mais il n'avait pas forcément les outils métiers. Le métier de l'entreprise, il était à l'intérieur de l'entreprise, il était accessible uniquement à l'intérieur de l'entreprise. Maintenant, ce n'est absolument pas le cas. On a accès aux outils depuis l'extérieur, aux données, et on n'a plus vraiment de périmètre IT dans l'entreprise. Ce périmètre il est vraiment éclaté, en dehors des entreprises qui continuent de vouloir le garder en interne, et qui en général ont bien raison de vouloir le garder en interne parce qu'elles savent que leur activité peut être dérodée par un concurrent. Voilà. Et par contre, il y a d'autres entreprises qui estiment qu'elles doivent croître et que tous les moyens sont bons pour croître. Et du coup, la perte du périmètre, ça permet aussi d'augmenter la productivité. Donc on doit faire un choix. On peut faire comme choix de faire un choix médian où on va mettre un maximum de sécurité, c'est-à-dire que effectivement les outils sont disponibles à l'extérieur, en télétravail, etc. Mais par contre, on aura des moyens de contrôle pour éviter que des gens qui sont étrangers au service, comme on dit, puissent accéder aux outils et surtout aux données. Donc, la cible de la SSI, donc la sécurité du système d'information, c'est de protéger les données sensibles où qu'elles se trouvent. Donc c'est un objectif vraiment ambitieux. Voilà. Les problématiques en jeu, on a aussi des vraies problématiques avec la compromission du canal de communication. Donc là, c'est le petit pirate que vous voyez là. Il est en mesure d'altérer les données, d'usurper l'identité de quelqu'un, de faire un déni de service, c'est-à-dire de faire en sorte que les applications métiers ne fonctionnent pas. Alors une application métier qui ne fonctionne pas pour un service d'assurance, c'est un peu d'argent perdu et ça peut faire perdre du temps.
Donc on parle de 2 jours de travail perdus. Par contre, pour une usine, c'est potentiellement une catastrophe industrielle. On ne peut pas se permettre d'avoir des dénis de service quand on a une chaîne de production, on fabrique de l'acier, parce que si on arrête la chaîne de production, on tue l'usine, tout simplement. Donc voilà, là en fait la compromission du canal de communication, donc là on a l'altération des données en fait. Donc ça gêne par exemple l'intégrité. Et l'usurpation d'identité, c'est la confidentialité. Donc le déni de service, ça porte atteinte à la disponibilité. Et le vol de données, si vous voulez, c'est la confidentialité, c'est aussi la disponibilité. Donc en fait, il y a ces types d'attaques, c'est des menaces qui portent atteinte aux critères que je vous avais parlé tout à l'heure. Donc la disponibilité, l'intégrité, la confidentialité et la preuve. Merci. Si on insiste sur ces points-là, c'est parce que dans le questionnaire, il y aura forcément des petites questions sur ce sujet-là. Donc, c'est un vrai sujet pour la sécurité. Voilà. Pourquoi les systèmes sont vulnérables? Donc, il y a plusieurs raisons qui font que les systèmes sont vulnérables. C'est que la sécurité est complexe et basée sur des jugements humains. Le discours de quelqu'un de la sécurité en 2017, c'est pas forcément le même qu'en 2010, parce qu'il se passe vraiment plein de choses. Et je dirais même que le discours en 2015 et le discours en 2017, c'est pas forcément le même non plus. Parce qu'on peut penser qu'on a le meilleur antivirus, on peut penser qu'on a le meilleur équipement réseau. Ça peut être vrai au moment où on l'achète, c'est pas forcément vrai 2 ans plus tard. Pareil pour les stratégies, on peut mettre en place une stratégie et puis finalement qu'elle soit totalement inefficace. Donc comme c'est des jugements humains, forcément ça ne fonctionne pas forcément super bien. La sécurité a un coût même si elle n'a pas de prix, c'est-à-dire que on va vouloir sécuriser une donnée, mais on ne va pas dépenser plus d'argent que le prix de la donnée en question. Pour une banque, si elle doit sécuriser les transactions financières, elle va effectivement investir beaucoup d'argent pour la sécuriser, mais elle va les sécuriser à la hauteur de sa perte maximale. Voilà, donc ça, c'est des choses importantes. La sécurité est rarement une priorité. C'est un peu moins vrai maintenant parce que justement, il y a eu pas mal de pertes financières, donc les entreprises font attention. Et puis il y a aussi des engagements légaux. Donc, dans le cas d'Orange, il est opérateur d'importance vitale, donc il y a une responsabilité pénale du chef d'entreprise en cas de vol de données. Donc ça, c'est des choses aussi qui peuvent motiver les gens à investir de l'argent. De nouvelles vulnérabilités émergent en permanence. Donc avant, on avait des vulnérabilités à peu près tous les mois. Alors quand je dis avant, c'est il y a plus d'une dizaine d'années. Maintenant, on a plusieurs dizaines de grosses vulnérabilités qui sortent tous les jours. Donc c'est pas vraiment le même, on n'est pas du tout à la même échelle. Et le dernier point, c'est les mots de passe. Les mots de passe peuvent être cassés. Alors, le dernier exemple, c'est la semaine dernière. La semaine dernière, Yahoo, ils se sont fait taper 1 milliard de mots de passe. C'était avant les vacances. Hein. Non, mais enfin, oui, publiquement, ça a été publié, voilà, enfin, bien sûr et certain. Donc c'était des mots de passe en clair, hein, c'était pas ni une discussion ni quoi qu'est-ce. Donc globalement, voilà, c'est des choses, 1 milliard de mots de passe, c'est quand même pas mal. Au départ, ils avaient parlé de 500 millions, mais en fait, finalement, c'est 1 milliard. C'est 1 milliard de mots de passe pour tous les services de Yahoo. Alors, les gens qui se disent, moi, j'avais pas de mail chez Yahoo, donc je m'en fous. En fait, c'est pas vraiment vrai, parce que Yahoo, c'est une grosse entreprise. Ça remet en cause la vente, d'ailleurs. Potentiellement. Et ça remet en cause la vente potentiellement du réseau. En tout cas, ça va réduire le prix de l'entreprise, ça c'est sûr. Donc ce cas-là, c'est un exemple du fait que les mots de passe, c'est plus vraiment ultra sécure, parce que beaucoup de gens ont eu un mot de passe pris. Hein. Quand on parle d'1 milliard de mots de passe, c'est pas des faux comptes, c'est vraiment des comptes qui sont vraiment utilisés avec des mots de passe. Puis comme les gens utilisent en général le même mot de passe pour plusieurs services, ça pose de vrais problèmes sur la pérennité du mot de passe sur Internet, en tout cas, sur l'utilisation sur Internet. C'est peut-être pas le meilleur moyen. On y reviendra. La mise à jour des systèmes n'est pas toujours assurée. La mise à jour des systèmes, c'est vraiment très très important. Un système qui n'est pas à jour, il est vulnérable. Un système qui est à jour, en fait, les anciennes vulnérabilités ne sont pas exploitables, en tout cas. Donc l'antivirus, il est là pour avertir qu'il y a un virus qui a réussi à faire quelque chose, ou en tout cas qu'il y a un virus qui est arrivé sur la machine. C'est déjà trop tard. Une machine à jour, par contre, normalement, le virus est vulnérabilité puisque la machine est à jour. Donc ce qui est très important, c'est que la machine soit à jour. Quand je parle de machine, je parle de votre PC à la maison, mais aussi des serveurs dans les entreprises pour lesquelles vous travaillez ou les équipements sur lesquels vous travaillez en entreprise. Ce n'est pas forcément un serveur, ça peut être un équipement réseau, enfin ce genre de choses. Un système sécurisé, même très sécurisé, même patché, même avec tous les niveaux de sécurité possibles et imaginables, peut être attaqué en interne. Donc voilà, et du coup c'est typiquement le cas des ransomware. Est-ce que quelqu'un a entendu parler de ransomware? Donc les ransomware, c'est des virus
qui vont faire impacter le système d'information, en général sur la disponibilité de l'information. Donc ils vont traiter des fichiers par exemple, ou mettre en place, faire en sorte que les équipements réseau ne fonctionnent plus, ou des serveurs ne fonctionnent plus. Mais ce n'est pas juste une main dispo, c'est aussi une petite demande de rançon. Donc on demande des sommes qui peuvent parfois être exorbitantes, mais qui généralement sont payées, surtout sur des petites structures qui ne sont pas en mesure de répondre à ce genre d'incident et qui n'auront d'autres moyens de payer. Typiquement, il y a un hôpital aux États-Unis qui s'est retrouvé avec une rançon sur les fesses pendant 10 jours. À la fin, ils ont payé. Voilà. Ils ont payé, ils n'ont pas payé les 8 millions qu'on avait demandé, que les pirates avaient demandé au départ, mais ils ne pouvaient plus soigner leurs patients, donc à un moment, ils ont quand même payé. Voilà. On me laisse le PDCA. Donc là aussi on a le PDCA. En fait ça permet d'assurer la qualité dans nos process, dans notre mode de fonctionnement. Donc je ne sais pas si vous avez entendu de la roue de Deming. Donc c'est l'amélioration continue. Donc on a le plan. Donc dans le plan, là c'est là qu'on va planifier. On va mettre en place son planning. Et dans le do, là on met en place les actions en respectant les délais, c'est-à-dire les délais qu'on s'était fixés. Le check, ça permet de mettre en place des indicateurs en tableau de bord pour mesurer à peu près là où on est. Et là, ça sera revenir sur le cycle, c'est-à-dire recommencer le cycle. Ça permet d'avoir une vision globale de ce qu'on fait. Et c'est étroitement lié avec la sécurité en fait. Donc aujourd'hui, on ne peut pas parler de sécurité sans parler de qualité. Donc ça fait partie de la sécurité. Clairement, le SMSI, le système de management de la sécurité de l'information, on voudrait faire certifier ISO 27001. Quelque chose de vraiment important, c'est d'être en mesure de montrer à l'auditeur qu'on a fait ça. C'est-à-dire qu'on a été capable de planifier des actions, de les mettre en œuvre, de les vérifier et de les faire évoluer dans le bon sens pour améliorer la sécurité de l'information. Tant qu'on n'a pas déroulé la roue de ligne, on n'est pas en mesure effectivement de dire qu'on a un système de management de la sécurité de l'information qui fonctionne correctement. Les autres menaces et vulnérabilités, elles sont assez classiques. C'est le vol de matériel et la dégradation de matériel. C'est des choses qui arrivent plus rarement en entreprise. Le vol de matériel, ça peut arriver. La dégradation, c'est quand même plus rare, mais ça dépend. Parce que les gens qui travaillent dans les services publics, c'est des choses quand même qui peuvent arriver. Le poste de travail non verrouillé, donc ça c'est une vraie plaie, le fait que les gens ne verrouillent pas leur poste de travail. Alors vous travaillez avec des collègues depuis des années pour certains, mais pour d'autres c'est moins le cas. Il peut y avoir des rivalités entre SS2I quand vous êtes chez un client, et un portable pas verrouillé, potentiellement c'est quelqu'un qui usurpe votre identité. Quand on voit un mail pas forcément très sympa au client ou à quelqu'un qui n'a pas une hiérarchie que le client, c'est des choses qui sont vues. Si je vous en parle, c'est parce que c'est important. Verrouiller son poste de travail, c'est important, surtout quand on est dans des open space avec des gens qu'on ne connaît pas. Quand on travaille dans des grosses boîtes, type TCE, BNP Paribas, Orange, etc., on est dans des bâtiments quand même où il y a des milliers de personnes, on ne connaît pas les gens, et globalement, laisser sa session ouverte et aller prendre un café, c'est une faute. C'est d'autant plus une faute que ça vous sera reproché. C'est-à-dire s'il y a un événement qui est fait avec vos comptes, avec vos credentials sur la prod ou même par messagerie, vous ne pourrez pas le dire, c'est pas moi. Parce que la personne qui sera authentifiée, ce sera vous, et dans les traces, ce sera vous. Là, vous n'ayez pas fermé votre session, l'explication sera un peu compliquée. Autre point, les périphériques amovibles. Ça c'est pareil, si je veux récupérer des informations sur une entreprise, je jette des clés USB dans un parking, elles ne fonctionnent pas, enfin officiellement elles ne fonctionnent pas, et puis je suis sûr que les gens vont les rentrer dans leur PC et puis les foutre à la poubelle parce que ça ne marche pas. Après on récupère les clés. Et on peut récupérer l'information, c'est un bon moyen de le faire. Voilà. Les autres points plus classiques, virus, vers chevaux 3 et malware, donc tout ce qui est virus, ça c'est des choses qui sont quand même bien connues, tout le monde s'est forcément pris un virus. Je vois que voilà, la plupart des gens ici ont quand même un certain âge, donc le virus qui redémarre la machine, je pense que c'est quelque chose que vous connaissez. C'était SACER il y a plus d'une dizaine d'années maintenant. C'était assez une plaie, mais c'était pas si méchant que ça. Ça a bloqué des PME pendant 2-3 jours, ils ont appelé l'IT, ils s'en sont sortis, c'était pas vraiment un problème. Maintenant, les virus sont beaucoup plus virulents et les problématiques de ransomware dont on vous a parlé et de demande de rançon, c'est une vraie problématique avec une perte financière immédiate
est largement quantifiable. Les autres problématiques, c'est le social engineering, donc ça, pour le coup, je veux le faire Francky ou pas? Ou je le ferai moi? Faiblesse du mot de passe, ça Francky va vous en parler, et le non-chiffrement des données sensibles. Voilà. Ce slide-là est assez important. Donc, je vous ai dit l'efficacité des virus versus mise à jour du système d'exploitation. Donc ça, c'est important. Pareil, vous aurez une question dessus, je préfère être clair là-dessus. Donc ce qui est important dans ces graphes-là, alors vous voyez rien de ce qui est marqué en bas, mais de toute façon, quoi qu'il arrive, ça marche quels que soient les systèmes. Donc ça, c'est le système le plus vieux. Ça, c'est les systèmes les plus récents. Là, on est sur les systèmes d'exploitation Windows pour les PC, les users. Là, on a du Windows XP, et puis là, on a du Windows 7, mais en fait, on pourrait imaginer que là, on est du 7, et puis on est 10, avec le 8 au milieu. Ça serait exactement la même chose, c'est-à-dire que plus un système est vieux et pas à jour, enfin, vieux et même à jour, en fait, plus il a des failles, et en tout cas, plus, moins il est, s'il n'est pas à jour, c'est clair qu'il a vraiment des failles importantes. La même chose pour les serveurs. Donc, voilà. Ce qui est important, c'est que les systèmes soient à jour. C'est-à-dire qu'un système maintenu par Microsoft, hein, parce que Windows XP n'y est plus. Mais un système maintenu par Microsoft qui est à jour, même s'il est vieux, il sera mieux protégé qu'un système genre Windows 10 mais qui n'est pas à jour. Parce que les vulnérabilités Microsoft les comblent au fur et à mesure sur des trains de patch qui sont mensuels, voilà, voire même un peu plus courants sur Windows 10. Et donc ce qui est très important, c'est d'avoir des OS à jour. Donc pour les machines, en général, ce n'est pas un problème, parce qu'on ne vous donne pas le choix. Sur une machine, dans les entreprises, on vous oblige à mettre à jour vos machines. À titre personnel, chez vous, mettez à jour les OS. Hein. Il y avait des règles à une époque du genre oui, non mais les machines, les mises à jour, c'est plus sur le PC, etc. C'est quasiment faux. Je veux dire, moi, sur les 6 dernières années, je travaille sur une infogérance, 25 000 serveurs et beaucoup plus d'utilisateurs. On n'avait vraiment pas de problème tant qu'on passe des mises à jour standards, il n'y a pas de soucis sur des PC d'utilisateurs. Il n'y a vraiment pas de problème. Il faut mettre à jour ces machines. Sur les serveurs, c'est plus sujet à question, mais en réalité, c'est exactement la même problématique. Un serveur doit être à jour. Et un serveur qui n'est pas à jour, c'est une problématique pour le serveur en question, c'est aussi une problématique pour tous les serveurs qui sont sur le même réseau. Donc c'est une vraie porte d'entrée d'avoir des serveurs en Windows 2003 actuellement sur des SI, parce que potentiellement ils ne sont plus mis à jour par Microsoft et ces PC-là, un virus peut totalement les corrompre, récupérer leur crédential et impacter des PC qui, eux, sont à jour, mais qui ont confiance en la machine en question. Donc voilà, au fil des mois, seule la mise à jour régulière des systèmes d'exploitation permet de maintenir une surface d'attaque raisonnable. Donc la surface d'attaque, effectivement, c'est toutes les petites portes dérobées qu'il peut y avoir dans un système d'exploitation. Et c'est des choses qui sont vraiment importantes. Importantes pour les OS, importantes aussi pour les équipements réseau. Et pour tous ceux qui travaillent sur du middleware, du Java, etc., on met à jour effectivement des OS, mais on met à jour aussi tout le middleware. Donc c'est important d'avoir un niveau de mise à jour intéressant. Et c'est aussi important d'avoir une veille sur les composants qu'on utilise. Donc, je ne sais pas ici, est-ce qu'il y a des gens à qui on a fourni des obligations en termes de sécurité pour la partie développement? Est-ce que c'est le cas ou pas? Parce que c'est rarement le cas. Ouais. Dans quel environnement? Java. Du Java? Pour quelle boîte du coup? Alors, celle sur laquelle j'ai travaillé, c'était Docapost pour une mission qui n'était pas dans ce cadre-là. D'accord. Ouais, donc Docapost a des engagements en termes de sécurité qui sont assez importants. En termes de signature, etc. Voilà. Donc, on va passer à la suite. Ingénierie sociale. Donc ça, c'est un truc qui me tient particulièrement à cœur. C'est le fait que, qu'est-ce que l'ingénierie sociale en fait? L'ingénierie sociale, c'est peut-être un truc dont vous avez jamais entendu parler. C'est le fait de récupérer une information sans avoir aucun accès au SI, sans avoir aucun accès dans l'entreprise, juste en étant un beau parleur. Donc on a pas mal de bons commerciaux là derrière. C'est typiquement ce que fait un commercial. Donc c'est extirper des informations à une personne par la seule force de persuasion en exploitant l'ignorance ou la confiance. Donc c'est typiquement le fait de passer un coup de fil dans une boîte et d'essayer de récupérer un organigramme, d'essayer de récupérer un identifiant, un mot de passe d'un utilisateur, d'essayer de récupérer le type de logiciels qui sont utilisés dans l'entreprise, le type de développement qui sont utilisés dans l'entreprise. C'est des choses qui sont vraiment très 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 importantes. Parce que c'est donnant une valeur, quoi. Clairement, un organigramme complet d'entreprise avec les numéros de téléphone de tout le monde, ça a de la valeur.
des identifiants mot de passe administrateurs, ça a de la valeur. Le fait de savoir que tel logiciel, tel service web utilise tel ou tel service, tel ou tel middleware, c'est important quand c'est le début d'une attaque. Et pour le coup, en général, quand on débute une attaque, un bon moyen de ne pas se faire repérer, c'est de faire ça, parce qu'il n'y a aucune trace au téléphone, finalement, pas de trace sur le SI, et on récupère beaucoup d'informations. Donc obtenir des informations comme un mot de passe, arriver à ses fins sans compétences techniques particulières, faire commettre à l'utilisateur des actes dangereux, exécution de pièce jointe. Donc ça, c'est des choses qui peuvent arriver, des gens qui téléphonent à un comptable. Alors vous êtes plutôt des experts en IT, donc peut-être que ça ne marchera pas pour vous, mais demander à un comptable en disant oui, on vous envoie une facture, est-ce que vous avez regardé, etc., et puis envoyer en même temps la pièce jointe, et faire exécuter la pièce, c'est des choses qui peuvent être faites avec de l'ingénierie sociale. Donc après, c'est un mixte entre du piratage et de l'ingénierie sociale. Les contre-mesures, ne jamais donner son mot de passe. Alors, ne jamais donner son mot de passe, ça veut dire ne jamais donner son mot de passe à qui que ce soit. Ne jamais donner son mot de passe à son manager, si vous demandez un mot de passe. Ne jamais donner son mot de passe au client, si vous demandez un mot de passe. Et surtout, ne jamais donner son mot de passe à un administrateur. L'administrateur qui vous téléphone en disant oui, il y a un problème sur votre compte, on a besoin de vérifier, etc. Pouvez nous donner votre identifiant et votre mot de passe? En général, c'est un très bon argumentaire pour que les gens donnent un identifiant et un mot de passe. Or, c'est un très mauvais argumentaire. L'administrateur, s'il veut récupérer votre crédential, il réinitialise votre mot de passe. La différence, c'est que quand il réinitialise votre mot de passe, s'il est en mesure réellement de le faire, donc il a le droit de le faire, en fait, ça laissera une trace. Alors que si c'est vous qui donnez votre identifiant et votre mot de passe, toutes les actions qui seront faites à ce moment-là, c'est vous. C'est pas l'administrateur. Et puis surtout, un administrateur sérieux, normalement, il ne devrait pas vous le demander. Clairement. Et puis des fois, la personne au bout du fil, c'est pas un administrateur, c'est quelqu'un qui veut juste récupérer vos identifiants et mots de passe. Donc les contre-mesures, elles sont importantes, c'est jamais donner son mot de passe, toujours demander une confirmation par écrit quand on vous demande une information que ça vous paraît un peu bizarre. Et enfin, vérifier la provenance de l'email et ne pas ouvrir l'email. Donc ne pas ouvrir les pièces jointes dans l'email. Donc ne pas ouvrir les pièces jointes dans l'email quand l'expéditeur n'est pas le. Donc là, autre point sur les emails, c'est le phishing. Le phishing, c'est pareil, c'est une ingénierie sociale associée aux emails. C'est les fameux emails de l'oncle d'Amérique qui veut vous léguer toute sa fortune, de la veuve éplorée au Congo qui veut faire transiter de l'argent, et tout ce que vous avez pu recevoir. Je suppose que des mails, levez la main tous ceux qui ont reçu ce genre de mail. Je pense que tout le monde lève la main, à peu près. Et qu'est-ce qui fait que vous n'avez pas répondu à ce magnifique email? Globalement, les fautes d'orthographe, on est d'accord. Globalement, c'est très mal écrit, mais ce n'est pas toujours le cas. Des fois, de mieux en mieux maintenant. Voilà, c'est de mieux en mieux. C'est souvent de mieux en mieux fait. Et puis surtout, en fait, ils attaquent des personnes vulnérables. Donc, ils sont passés par la caisse d'allocation familiale. Ça marche bien, en général. Donc il y a quand même des choses qui fonctionnent. Ce qui est important, c'est quand vous recevez le mail, c'est de regarder, de bien regarder en fait les liens qu'il y a dans le mail. Et puis en fait, quand on vous envoie un mail, que ce soit votre banque, la CAF, etc., ils n'ont pas besoin de votre RIB, ils n'ont pas besoin de vos identifiants et mots de passe, ils n'ont absolument pas besoin, ils les ont déjà. Ils ne vont pas vous les demander, il n'y a aucune raison. Donc de toute façon, si votre banque vous redonne un truc, à ce moment-là, vous contactez votre banque directement. C'est important parce qu'un vol d'identité, grosso modo, c'est une perte de 3 000 € pour un individu. Parce que ça prend du temps de réinitialiser tous ses comptes bancaires, de faire les démarches auprès de tous ses organismes de crédit, de son employeur, de la CAF, etc., pour changer de numéro de compte. Ça a un vrai coût. Et puis potentiellement, il y a des pertes financières derrière. Donc là, clairement, cette partie-là, ce n'est pas un problème professionnel, c'est vraiment l'autoprotection, c'est le fait que vous fassiez attention à ce genre de choses, parce qu'il y a des gens qui perdent vraiment de l'argent sur des opérations d'identité, et en cliquant sur des mails de phishing qui sont passés pour des banques ou pour des administrations. Je te laisse le top 6, Francky. Donc là, je vais vous parler un peu des mots de passe. Donc c'est une problématique en fait, les mots de passe. Donc en fait, quand on se lève de sa session, quand on lève de son poste de travail, on doit automatiquement fermer sa session. Donc pour fermer sa session, on fait un Windows L. Donc là, j'ai mis une petite question en fait pour qui ne ferme pas sa porte en sortant. Donc d'habitude, quand on sort de sa maison, on ferme sa porte. Donc quand on doit se lever de son poste de travail, on doit automatiquement fermer sa session.
Donc, ne jamais communiquer son mot de passe. Bon, j'aurais dû ne pas le mettre sur le slide. En fait, c'est très basique. Le mot de passe, il est personnel, donc on le garde pour soi. On n'a pas à le communiquer. Après, vérifier que l'antivirus est à jour et que le système lance des scans. Bon, en fait, en tant qu'utilisateur, on ne va pas le faire systématiquement. Mais normalement, ça va être imposé par l'administrateur système, ça va être automatique. Mais si jamais vous recevez par exemple une notification échec de mise à jour ou bien échec de mise à jour de l'antivirus, vous pouvez en parler à votre administrateur. Après, utilisez des mots de passe longs mais faciles à mémoriser. Donc voilà, là on parle du nombre de caractères en fait pour la constitution du mot de passe. C'est simple, vous utilisez un mot de passe par exemple de ce genre, 2 cahiers gris et verts, c'est très facile à mémoriser et difficile à casser. Au profit de ces mots de passe-là, qui sont très difficiles à mémoriser, mais courts. Donc en fait, voilà, là c'est la construction des mots de passe. Donc vous pouvez utiliser ce mot de passe-là. Par exemple, ce genre de mot de passe-là au profit de ces mots de passe qui sont difficiles à mémoriser. Donc après, ne jamais laisser son téléphone sans surveillance et sans verrouillage auto. Ça c'est en fait c'est une mesure qu'on a mise ici parce que les smartphones sont utilisés d'habitude dans le cadre du travail. Donc on stocke des informations et l'idée c'est aussi d'assurer la sécurité des appareils mobiles. Après, n'utilisez pas le matériel professionnel pour un usage personnel. Effectivement, quand par exemple le client vous donne un matériel, normalement on doit l'utiliser à titre professionnel, on ne doit pas l'utiliser à titre personnel. Donc là, comme mesure de protection pour la règle de constitution des mots de passe, donc je disais tout à l'heure que le mot de passe il est personnel. Après, pour constituer un mot de passe, il faut au moins 10 caractères. Il faut mettre un chiffre, un caractère spécial et une majuscule. Donc c'est des règles de base qu'il faut respecter quand on doit mettre en place un mot de passe. Après, le changer régulièrement, tous les 2 mois idéalement. Donc d'habitude, l'administrateur système le paramètre. Après, tous les 2 mois idéalement, on peut en discuter. Mais c'est, voilà, d'habitude c'est 3 mois. Je sais pas si... Par défaut, chez Microsoft, c'est 3 mois. Ouais, par défaut, chez Microsoft, c'est 3 mois. Mais l'idée, c'est qu'au moins le mot de passe soit changé de manière régulière. Il ne faut pas que le mot de passe reste le même durant 1 an, par exemple. Là, ça devient problématique. Après, utiliser des mots de passe différents pour accéder à plusieurs ressources. Bon, là, c'est tout à fait normal. On ne va pas utiliser le même mot de passe pour accéder à sa messagerie, à sa banque. Donc voilà. Parce qu'il suffit qu'on connaisse ce mot de passe-là pour que l'attaquant puisse avoir accès à toutes les ressources. Donc, après, ne jamais écrire son mot de passe sur un support à proximité. Ça se fait souvent. Donc, d'habitude, on arrive à avoir des post-it avec des mots de passe, c'est des choses à éviter. Donc, le mot de passe, normalement, on doit le retenir. Bon. Sinon, il y a d'autres solutions en fait. Si jamais on a plusieurs mots de passe, et si l'administrateur nous donne l'accès, on peut par exemple utiliser des outils comme KeePass. C'est un outil qui permet par exemple d'enregistrer les mots de passe. Et voilà. Après, pour les téléphones portables, éviter des codes à 4 chiffres. Donc là, tout à l'heure j'en parlais, c'est la sécurité des appareils mobiles. Donc pour tout ce qui est téléphone, smartphone, bon, on a maintenant des codes à 6 chiffres. Et mieux, on a même l'authentification biométrique. Donc il faut peut-être utiliser ces modes d'authentification-là au profit des codes à 4 chiffres. Pourquoi? Parce que les appareils mobiles sont de plus en plus utilisés dans le cadre du travail. Donc je te laisse la parole pour Pour les appareils mobiles, ce qui est important pour les smartphones, c'est de se dire que du coup, comme il n'y a plus de disparition du périmètre du SI d'entreprise, en fait, on fait autant de trucs avec un smartphone des fois qu'avec un PC pro. Et pourtant, le smartphone, on lui colle un pauvre code à 4 chiffres. Des fois, on lui colle même pas du tout de code. C'est clairement insuffisant. Pourquoi est-ce qu'on aurait 10 caractères obligatoires avec une alternance de minuscules, majuscules, etc. sur un PC, alors que le smartphone peut faire exactement la même chose et puis en fait il n'y a pas du tout de mot de passe ou vraiment un mot de passe très très faible. Donc même à titre personnel, par rapport aux accès à votre banque, etc.,
On vous conseillerait plutôt d'utiliser ou des schémas. Donc, sur Android, il y a un système de schémas qui est assez complexe en fait, qui est facile à retenir, mais qui est en fait très complexe à craquer. Donc on dit son doigt sur 9 points et puis on doit faire un petit dessin. Ça marche plutôt bien. Puis la géométrie, c'est quelque chose qui fonctionne aussi assez correctement. Mais évitez les codes ACACHIF parce qu'une fois sur 7 à peu près, n'importe qui peut péter en très peu de temps. Tout le monde utilise à peu près les mêmes combinaisons, justement des schémas ou voilà, 4x5, c'est toujours des trucs, c'est des choses qu'on voit quand même assez régulièrement. Obligation de responsabilité du collaborateur, donc ça c'est quelque chose qui est très important. Pour le consultant en mission chez le client, c'est de réclamer et signer un ordre de mission auprès de votre commercial. Donc ce truc-là, c'est vraiment quelque chose qui nous est demandé par Orange. C'est le fait que Orange ne veut pas avoir dans ses locaux de personnes qui travaillent sans ordre de mission. Parce qu'il y a des problématiques de délit de marchandage, enfin des choses qui sont effectivement assez importantes. Ils ont dû certainement se faire rattraper par la patrouille à un moment ou à un autre. Donc l'ordre de mission c'est quelque chose d'important et quand vous revoyez votre commercial, si vous n'avez pas d'ordre de mission, il faut que vous lui réclamiez un ordre de mission. C'est important même pour les gens qui ne travaillent pas chez Orange. Pourquoi? Parce qu'en fait, Orange, on va leur fournir des preuves. On va leur fournir des preuves comme quoi on travaille bien pour Orange, mais aussi pour nos autres clients. Parce que si on faisait les choses que pour Orange, on ne ferait pas tout cela. On aurait invité les 40 ou 50 personnes qui bossent pour Orange, et puis on vous aurait laissé chez vous tranquillement. Mais là, on a besoin d'améliorer la sécurité globale de Proxiad. Donc ça, c'est des choses qui sont applicables dès maintenant. Appliquer des politiques et chartes spécifiques du client. Donc le client, souvent, il a une charte informatique qu'il vous fait signer quand il vous donne un portable. Bien sûr, si vous la signez, vous êtes garant de respecter cette charte du client. Et pareil, pour les règles en entreprise, vous êtes suffisamment mature pour savoir qu'on se comporte en suivant les règles de l'entreprise pour laquelle on travaille, que l'on soit prestataire ou salarié. Ensuite, donc, respecter les règles établies par le client en termes d'accès physique et logique, ça veut dire ne pas laisser passer quelqu'un derrière soi quand il y a notamment des tourniquets en entreprise. Alors ça c'est pas pour toutes les boîtes, mais il y a des boîtes où effectivement il y a des sas pour rentrer. Donc ça veut dire que voilà, s'il y a un sas, c'est pas pour rien, et donc on ne fait pas rentrer 12 petits copains avec son badge. On respecte ça, et pareil pour les accès logiques, on passe son identifiant et son mot de passe au stagiaire parce qu'il vient juste d'arriver et qu'il faut qu'il bosse. C'est un truc à éviter, d'autant plus à éviter quand on est dans une entreprise, quand on est chez un client et que le stagiaire est susceptible de faire des bêtises, parce que du coup ça sera nous le responsable dans les traces. Ensuite, respecter les niveaux de classification d'information. Ce point est très très important pour Orange et de plus en plus important pour les sociétés qui investissent un petit peu d'argent dans la valeur de leurs données. Donc il y a des classifications d'informations, en fait c'est classer des documents, c'est-à-dire est-ce que ce document est secret, confidentiel, restreint, interne ou public. On a un slide de Francky là-dessus, en plus. D'accord, je ne vais pas développer plus que ça. Et bien sûr, le petit dernier, ne pas sortir avec le matériel du client sans l'accord de votre manager Proxiad. Alors, de votre manager Proxiad et pas du client. Parce que le client, souvent, il vous dit, bah oui, il travaille à la maison, avec le portable, moi ça ne pose pas de problème, t'as un empêchement, les enfants qui sont malades, etc. Le problème, c'est que quand vous sortez du matériel de chez le client, vous êtes responsable du matériel. S'il est perdu, volé, ça peut être un gros souci. Et puis vis-à-vis de votre employeur qui est Proxiad, le télétravail n'est peut-être pas forcément prévu au contrat avec le client. Donc c'est quelque chose dont vous devez informer votre commercial ou votre manager au sein de Proxiad pour savoir est-ce que c'est normal de pouvoir récupérer du matériel chez le client sans avoir à signer de documents, sans avoir cadré un peu l'histoire avec le client. Donc ça c'est un vrai problème pour certaines boîtes, notamment moi j'ai un collaborateur dans une ancienne vie qui est parti de chez Airbus avec une machine de dev parce que voilà, il voulait pouvoir finir le boulot parce qu'il fallait absolument qu'il livre le lundi. Donc c'était le vendredi soir, il s'est dit avec un autre collègue que c'est pas grave, ils étaient obligés de partir des locaux et donc ils allaient partir avec 2 PC sous le bras. Ils se sont fait rattraper par la patrouille, résultat, ils ne peuvent plus travailler pour Airbus. Donc c'est pas très très malin. Donc après effectivement ça dépend des niveaux de sensibilité des clients. Airbus, c'est pas bon duel, ou c'est pas, ils ne vendent pas des tomates, ils ont quand même quelques petites problématiques de sécurité. Mais n'empêche, c'est des choses qui peuvent arriver, et d'un point de vue suivant de la loi, vous êtes fautif, quoi. Il n'y a pas d'appel à la clémence.
Donc la sécurité chez Proxiad, alors la petite organisation qu'on a mis en place depuis le mois de septembre, c'est qu'il y a un RSSI, donc un responsable de la sécurité du système d'information. Cette personne, c'est moi. Il y a un adjoint au RSSI, parce que quand je ne suis pas là, et moi en fait j'habite dans le sud de la France, donc je ne suis pas tout le temps sur Paris, il y a Francky qui est là, voilà, qui fait la présentation avec moi. On va mettre en place des relais sécurité, des relais locaux sécurité pour tous les sites de Proxiad, parce que Proxiad existe en Bulgarie, mais aussi en France, on a pas mal de sites, notamment à Lille, à Rouen, à Nantes, Sophia Antipolis, Aix, c'est quand même, et Strasbourg, on n'a pas besoin d'en oublier un seul. Donc tous ces sites ont besoin d'avoir des relais, parce qu'on n'est pas en mesure de faire de la sécurité en étant à distance, ça ne marche pas très bien. Et enfin, pour les gens qui travaillent en centre de service, on a prévu d'avoir des responsables sécurité opérationnelle, donc des gens qui sont redevables vis-à-vis du client, non pas de DSLA, c'est-à-dire le fait de délivrer à temps, etc., mais bien uniquement de la sécurité. Donc ça, c'est plus pour les clients bancaires, pour le coup. On commence à avoir des demandes en ce sens. Si vous avez une problématique de sécurité, même à la maison, etc., enfin un truc qui vous paraît bizarroïde, nous, on est preneurs des événements de sécurité, ce qu'on avait utilisé pour notre veille, et donc on a mis en place cette adresse-là, sécurité@proxiad.com. Donc c'est une adresse qui est importante. Cette adresse nous permet, nous, de récupérer tous les incidents de sécurité qui ont pu avoir lieu. Alors ne nous remontez pas, par contre, les incidents de sécurité qui ont lieu chez votre client si vous avez un non-disclosure agreement, parce qu'on n'est pas censé les récupérer, surtout pas par mail. Donc, voilà. Ou alors, si vous nous les remontez, vous n'êtes pas, soyez vague. C'est-à-dire, vous ne donnez pas des éléments en disant, voilà, ça s'est arrivé chez mon client. S'il y a un truc vraiment intéressant qui est arrivé chez votre client et que vous dites, ouais, ça peut arriver chez d'autres clients, c'est intéressant de vous le remonter. Et la façon dont vous le remontez, vous dites, voilà, j'ai entendu dire qu'il était arrivé ça et ça chez un client. Voilà. Si vous faites ça, pas de problème. Je ne vais pas voir chez qui vous travaillez. Et par contre, ça peut être intéressant parce que ça peut éviter des catas chez les autres clients. Typiquement, les ransomware dont je vous ai parlé, les fichiers les virus qui cryptent des fichiers, moi j'avais une dizaine de clients. Quand c'est arrivé au premier client, après on s'est méfié pour les suivants. Et pour les suivants, on a réagi un petit peu plus rapidement. Si le premier client ne nous en avait pas parlé, qu'il avait enterré le truc sous le tapis, en fait, et si tous les clients avaient fait ça, sur les 25 clients qu'on avait, on aurait eu 25 clients impactés, c'était un peu dommage. Donc, sécurité chez Proxiad, il y a un document qui fait référence à la sécurité, c'est d'abord votre contrat de travail et l'article 13 sur la confidentialité. Donc, Francky a dit qu'on parlait de DICT, donc disponibilité, intégrité, confidentialité. Donc, la confidentialité, c'est quelque chose d'important pour nos clients et d'important pour Proxiad. Donc, ça, c'est des choses qui sont vraiment applicables. Le règlement intérieur n'est pas vraiment applicable si vous êtes en clientèle, ce qui est le cas de la salle. Mais globalement, il est formellement interdit de sortir et d'emporter des documents et objets appartenant à l'entreprise, quels qu'ils soient, et sans autorisation préalable. C'est un truc assez classique et qu'on voit dans toutes les boîtes. Et en cas de départ de l'entreprise, tout salarié doit restituer sans délai documents et équipements qui m'ont été fournis. Donc, tout le détail. Et là, je vais passer la main à Francky. Là, vous avez les niveaux de classification des données. Donc, ça, c'est, si vous voulez, c'est Orange qui nous demande de le faire. Donc là, on a l'impact, les niveaux d'impact en fait, et les critères. Donc plus l'impact est important, et plus on met de l'accent sur, par exemple, sur le contrôle d'accès, c'est-à-dire l'accès à l'information, et sur la confidentialité en fait. Donc par exemple, si on a une information très sensible, là, on a une authentification très forte qui est basée sur 2 facteurs. Donc, une authentification basée sur 2 facteurs, c'est comme par exemple lorsque vous vous connectez ou bien lorsque vous faites un achat en ligne. D'habitude, vous mettez votre numéro de carte bancaire, on vous envoie un code sur votre téléphone et vous le renseignez pour pouvoir valider votre transaction. Donc, l'idée c'est ça. Donc, on a l'impact sur là et on a par exemple le contrôle d'accès, la confidentialité, l'intégrité. Donc, plus l'information est sensible, plus on met l'accent sur ces critères-là, c'est-à-dire le contrôle d'accès et la confidentialité. Donc, un incident de sécurité, en fait, un incident de sécurité, c'est un événement qui impacte la sécurité de l'information. Au sein de Proxiad, ça peut être aussi chez vous, chez le client, c'est-à-dire. Donc, que faire face à un incident? Donc il y a trois phases, c'est la détection, c'est-à-dire
au moins se rendre compte que là, on est en face d'un événement qui peut impacter sur la sécurité de l'information. Après, le caractériser à son niveau. Bon, quand on dit caractériser à son niveau, tout dépend aussi. Par exemple, moi, je peux voir un événement et me dire que c'est pas un événement, c'est pas un incident de sécurité. Par exemple, quand je viens, le matin, je suis le premier à arriver, je trouve que la porte est ouverte. Là, c'est un incident de sécurité. Mais par exemple, quand j'allume mon PC et que mon écran ne s'allume pas, c'est pas forcément un incident de sécurité. Donc c'est la deuxième partie, c'est le fait de le caractériser en fait. Après, la troisième partie, c'est le remonter. C'est-à-dire, là tout à l'heure, on vous avait parlé de cette adresse. Donc, vous pouvez remonter tout ce qui est incident de sécurité à cette adresse-là. Et nous, on va traiter ça. Donc, comment caractériser un incident de sécurité? Donc, il y a un questionnaire. Donc, par exemple, est-ce que ça porte à l'accès physique? Est-ce que c'est un délit de service? Un délit de service, c'est lorsque, par exemple, mon application n'est pas accessible durant une certaine durée, par exemple 2 heures de temps. Durant 2 heures, je n'ai pas accès à mon application, je ne peux pas travailler. Là, c'est un délit de service, c'est un incident de sécurité, il faut automatiquement le remonter. Après, le vol d'identifiant. Le vol d'identifiant, ça sera rare, mais ça peut arriver. Et voilà, c'est les questions qu'il faut se poser. Après, vous pouvez aussi demander l'avis à un collègue. Si jamais vous avez des doutes sur un événement, vous pouvez en parler à votre collègue et pour pouvoir avoir une confirmation avant d'envoyer à l'adresse. Bon, sécurité. Dernier slide. Dernier slide. C'est le dernier slide. Alors attention, sur ce slide-là, donc le slide-là, c'est pour vous expliquer ce que c'est qu'un SMSI. On en a déjà pas mal parlé. Donc c'est un système de management de sécurité de l'information. Pourquoi en mettre un en place? En dehors du fait que Orange vous demande d'en mettre un en place pour le nouveau référencement. Donc c'est un bon point déjà, c'est une bonne raison de le mettre en place chez Proxiad. Mais il y a quand même pas mal d'autres raisons. Pendant des années, la sécurité a été le parent pauvre de l'IT. L'ouverture de la SI a permis des gains de productivité importants. Donc plus on a un SI effectivement ouvert, plus les gens ont tendance à avoir des durées de travail qui sont longues. Voilà, il y a une loi sur la déconnexion qui est passée en début d'année, mais globalement, effectivement, quand on met à disposition des outils de travail vers l'extérieur, ça a fait des gains de productivité. Même pour des gens qui travaillent raisonnablement, le fait de pouvoir accéder tout le temps à l'information, forcément, c'est un grand gain de productivité pour les entreprises. Mais ça a aussi augmenté les risques de perte financière liés à des actes malveillants via l'IT. Comme l'IT est accessible depuis l'extérieur, potentiellement, on peut avoir des problématiques. Donc ça, c'est pour l'IT, et puis pareil pour les informations. Si quelqu'un peut accéder à l'information de chez lui, avec juste un identifiant et un mot de passe, n'importe qui a accès à un identifiant et un mot de passe, même dans une zone qui n'est pas une zone de confiance, donc chez soi, on peut avoir accès à cette information. Les informaticiens peuvent mettre en place des solutions de sécurité, mais ne les coordonnent pas toujours. C'est-à-dire que des fois, ils mettent en place des nouveaux outils, de nouveaux produits, de nouveaux serveurs, et en fait, ils ne les sécurisent pas, ou on développe des projets un peu trop rapidement. Et sans SMSI, c'est-à-dire sans moyen de contrôle par la sécurité, finalement, on se retrouve en production avec des produits qui sont des vraies portes d'entrée pour dérober de l'information et pour récupérer des process métiers, par exemple. Les informaticiens ne sont pas les seules entreprises à être concernées par la sécurité de l'information, qui est différente de la sécurité du système d'information. Effectivement, l'IT doit sécuriser le système d'information, mais vous, à titre personnel, vous avez accès à des informations, il n'y a pas un système d'information, et tout ce en quoi vous avez accès, si c'est dérobé et qu'on s'aperçoit que c'est vous qui l'avez dérobé, ce sera de votre responsabilité, donc il faut avoir des comportements qui soient les plus précautionneux possibles. Enfin, par rapport à SMSI, il manque trop souvent un chef d'orchestre qui fixe des objectifs, donne des priorités et coordonne les actions certifiées de sécurité. Donc la roue des lignes qu'on vous a montré, c'est-à-dire le plan de Chagak, c'est quelque chose de vraiment important parce que ça permet de suivre l'ensemble des projets et d'être sûr que ces projets participent bien à l'objectif de sécurisation. Et on met dans la boucle des gens ou de la qualité ou de la sécurité. La qualité, c'est les zones 9001 et puis sécurité, c'est les 27001, pour être sûr que ce qui est mis en production est bénéfique pour l'entreprise et pas uniquement bénéfique pour le chef de projet qui, lui, a coché toutes ses classes. Donc, quoi, il a produit un site web, il l'a livré et il y a des magnifiques guides dessus.
c'est peut-être insuffisant, c'est peut-être suffisant pour le chef de projet, c'est peut-être insuffisant pour l'entreprise. Les avantages du SMSI, c'est que le SMSI, c'est le chef d'orchestre, et le SMSI permet d'introduire de la qualité et un cycle d'amélioration continue en entreprise. Donc depuis qu'on a commencé le projet réellement en dur au mois de septembre chez Profiab, on a mis en place quand même beaucoup de nouveaux processus et je pense qu'on fait grandir Profiab aussi. Profiab est une belle PME, et puis ça pourrait être une belle PME un peu plus ouverte à l'international et avec de meilleurs process de qualité qui soient les mêmes pour l'ensemble des sites et en tout cas avec une certaine cohérence. Et donc une entreprise qui est effectivement en croissance sur Paris, mais aussi en croissance dans la région et en Bulgarie. Et on veut faire en sorte que cette boîte, elle soit l'égale de ses concurrents, et même si le concurrent c'est à l'aise, ça ne me fait pas peur. Voilà, fin de la présentation. Merci d'être venu, merci pour votre attention. Merci beaucoup. On va vous distribuer les questionnaires. Donc il y a 20 questions comme je vous ai dit. Une seule bonne réponse par question. Et quand vous avez un doute, c'est la meilleure des 4 qui doit l'emporter. Celle qui vous paraît la plus vraisemblable et la plus vraie. Voilà. Merci beaucoup. Il n'y a pas de questions.